Coucou les petits loulous! Je peux enfin vous faire cette vidéo, ça fait quand même un petit moment qu'elle traîne maintenant puisque je vais vous parler de mes lectures principalement, bah oui puisqu'on est en confinement donc il n'y a pas beaucoup d'expositions. Mes lectures disais-je du mois de novembre et du mois de décembre. C'est pourquoi je ne dois pas vous parler de 10, ni de 11, ni de 12, mais bien de 13 bandes dessinées. Ça va être le plus long bouillon de culture de ma chaîne, je crois. Et encore, j'en ai lu 16. Je vous épargne les 3 qui ne sont pas à ma maison. Ma première bande dessinée est juste un énorme coup de cœur. Alors, petit disclaimer, il y a du cul. Il y a du cul. C'est très chouette, vraiment, il y a du très chouette cul. Alors, petit résumé, nous avons ce personnage, Bianca, qui doit bientôt, qui vit dans une société patriarcale et qui doit bientôt se marier. Et elle a pas très envie. C'est pas qu'elle a pas très envie, c'est qu'elle veut absolument tomber amoureuse de son mari et que elle le connaît pas encore du tout, elle l'a jamais rencontré donc c'est un peu gênant. Et du coup sa marraine lui révèle qu'elles ont dans leur famille une peau d'homme qui lui permet de se déguiser en homme et d'aller à la rencontre de son mari avant le mariage, mais dans la peau d'un homme. Le petit souci, c'est que son mari, il l'aime bien en homme. C'est une histoire hyper touchante. Je vais peut-être spoiler un petit peu certains des livres dont je vais vous parler aujourd'hui parce que j'ai envie de vous en parler un peu plus en profondeur et pas juste oh j'ai bien aimé, j'ai pas aimé. Enfin, il y a quelques petits spoils dans ce que je raconte quoi. Alors, je ne connais pas très bien le conte de Peau d'âne, je suppose que c'en est une adaptation. Je sais que voilà, c'est l'histoire d'une fille qui se déguise en âne grâce à une peau d'âne, mais au-delà de ça, je connais pas très bien le conte en tant que tel, je l'ai lu mais quand j'étais toute petite. Un livre très subtil dans ses messages. En fait, c'est même pas subtil, c'est juste que le livre est un peu, j'ai envie de dire caricatural, mais c'est pas le mot. Le livre est très stéréotypé. Tous les personnages sont assez stéréotypés et en même temps très subtils. Du coup, le livre peut se permettre de ne pas être subtil dans ses messages. Et c'est ce qui les rend subtils. Et du coup il y a beaucoup de messages, c'est très féministe comme bouquin, très féministe et aussi très LGBT+, très ouvert sur la question, très intéressant sur les réflexions de voilà ce que ça fait quand qu'une femme puisse devenir un homme soudainement, le monde auquel elle s'ouvre. Et au final, le fait qu'elle garde quand même l'envie de rester une femme, d'être une femme, et que le pouvoir qu'elle peut acquérir en tant qu'homme ne lui convient qu'à moitié puisqu'il l'empêche d'être une femme. Donc c'est vraiment très très bien géré. Les personnages sont hyper attachants, très subtils comme je le disais. Sa relation avec son mari, donc quand il se marie vraiment et que donc lui il la voit en tant que femme, et il sait pas évidemment qu'il l'a déjà rencontrée en tant qu'homme, la relation avec son mari évolue très bien et le basculement est incroyable entre le moment où il la méprise plus ou moins parce que c'est une femme et que c'est son épouse et que lui les femmes ça l'intéresse pas plus que ça, et le moment où il commence à s'intéresser à elle parce que c'est une femme bien dégrottie quand même, hein, et le moment où il commence vraiment à la considérer comme une amie, comme une personne très chère pour lui. Le basculement est vraiment ultra bien géré et c'est une bonne BD déjà, hein, on n'est pas sur un petit album mais c'est quand même pas énorme par rapport à ce que j'ai déjà pu lire, et pourtant tout est très bien développé, il y a énormément d'évolution tout au long, et vraiment j'ai beaucoup aimé. Le dessin est très beau aussi, c'est très fluide comme ça, c'est très doux, des couleurs en aplat, ma foi fort bien gérées, trop du cul. Et alors la fin, je vous la spoil, elle est adorable, vraiment, la situation finale est juste trop mignonne. Pendant toute l'histoire, moi je suis très attachée à la communication, et donc pendant toute l'histoire j'attends le moment où le personnage principal, Bianca, va avouer à son mari que c'est elle qui se déguise en homme, et je me dis mais comment est-ce qu'il va accepter ça et tout, c'est ultra compliqué comme situation. Et en fait elle le lui dit jamais. Et je crois que c'est une super richesse de la part de ce bouquin. Je pense que ça peut nous montrer aussi que parfois la communication ça résout pas tout, et qu'au contraire il y a peut-être des secrets qui peuvent valoir la peine d'être regardés, surtout que là c'est un secret qui leur a permis de se débarrasser de beaucoup d'autres secrets en fait. Grâce à ça, vu qu'elle le connaissait avant de vraiment le connaître et qu'elle a pu mieux le cerner par la suite et lui faire comprendre qu'elle l'avait cerné, donc vraiment c'est super bien fait. J'ai adoré ce bouquin, vraiment si je dois vous en conseiller un seul sur tous ceux que j'ai lus,
celui-ci en very first one place quoi, il est incroyable. Alors on passe à la suite, je ne sais pas si je vous ai parlé des 4 opus préférents, mais au moins du dernier je pense. Donc c'est le dernier de la série, hein. C'est un genre de gros crossover des 4 autres tomes, il faut avoir lu les 4 autres tomes. Là vraiment pour le coup, autant le précédent il se lisait bien tout seul, autant celui-ci clairement lisez les 4 premiers avant de vous attaquer à celui-ci, vraiment les 4. Du coup comme c'est un gros crossover, il y a des personnages qui reviennent, des personnages de tous les personnages qui se rencontrent en fait surtout, et c'est très beau, et c'est évidemment le parfait opus pour s'attaquer aux blessures d'enfance. Sujet on ne peut plus complexe, hein, sujet très compliqué à aborder, sujet très sensible. Et ils ont choisi de le faire sous un angle beaucoup plus narratif que d'habitude. Habituellement, on sent que l'histoire de fond est extrêmement importante, mais sert de recueil aux leçons que l'on veut donner. D'ailleurs, ça se voit au travers d'archétypes assez classiques. Le personnage un petit peu perdu dans sa vie, qui rencontre un personnage plus âgé, plus sage, sur lequel il se trompe de compte en premier. Voilà, c'était l'archétype jusqu'ici. Et là, ils se rencontrent tous. Et on aborde un sujet très important du développement personnel, l'enfance. C'est mignon, c'est inspirant, ils l'ont fait beaucoup plus du coup sous l'angle de la fiction. Dans celui-ci, ce ne sont pas juste des personnages un petit peu stéréotypés qui servent de toile de fond à une leçon, il y a vraiment toute une histoire qui est créée pour chaque personnage, tout un background en fait dans l'enfance, et c'est très riche de diversité tout en étant très subtil. Ce sont tous des enfants blessés, mais il n'y a pas d'enfants battus à proprement parler. Vous voyez, voilà, on sent tous qu'il y a eu des problèmes dans leur relation familiale, mais c'est très bien présenté parce qu'on sait que c'est pas des problèmes boum dans ta gueule quoi. Ce qui est grave aussi, hein, et ce qui crée des blessures à l'âge adulte assurément. Il m'a fait pleurer. Je pense que c'est le premier des 5 qui me fait pleurer, juste parce qu'il est sous cet angle plus narratif. Il est plus poétique aussi que les autres, du coup, à cause de cette narration. Enfin vraiment, celui-ci, je l'ai trouvé aussi vraiment très beau. Et ouais, les couleurs, les dessins sont toujours aussi beaux, les couleurs aussi, et la diversité de nouveau dans les personnages. Très doux, vraiment très très doux. Je ne peux que le conseiller, mais lisez toute la série. Que dire. Alors, petit résumé, donc on a Olympia, ce personnage, qui est un personnage de tableau. C'est très compliqué à résumer parce que toute l'histoire repose sur une perception de l'univers du livre en fait. Donc ça se passe dans un univers où les gens sont soit des officiels, soit des refusés. Et en gros, les personnages jouent dans des toiles. Et donc c'est fait comme si c'était un film, sauf que ce sont des toiles d'art. Enfin voilà, là vous reconnaissez peut-être pas tout de suite, mais voilà, ça ici là, c'est un tableau que vous connaissez peut-être, dont je me souviens plus du nom. Et du coup l'histoire c'est que ce personnage là est une refusée, donc ça veut dire qu'elle joue dans très peu de toiles et qu'elle est souvent recalée au casting, mais elle tombe amoureuse d'un officiel. Et ça tombe bien parce que son rôle de rêve, ça a toujours été Roméo et Juliette. Les dessins sont ouf, l'humour, enfin voilà, c'est drôle quoi, vraiment vous allez passer un bon moment, vous allez vous marrer, les dessins sont géniaux, et il y a une flopée, un florilège, une kyrielle de références en tout genre, c'est que de la bonne bouffe finalement, vraiment c'est plein de références partout, j'ai kiffé, j'ai surkiffé, c'est très cool, voilà. Je suis plus ambiguë sur la question des Luciens. Alors, en premier lieu, j'ai lu les deux. C'est magnifique, vraiment, c'est sublime. Les dessins sont vraiment très beaux. Il y a une petite inspiration art nouveau, avec du coup des découpages de cases très originaux comme celui-là. Comme les dessins sont beaux, mais le message n'est pas subtil. Et comme on est dans un univers très subtil, ça colle pas. Le message je trouve le message en général très vieux, très premier degré. C'est un message écologique dans les deux. Et c'est bien de faire des histoires sur l'écologie, je trouve qu'on en a pas assez. Mais là c'est pas subtil quoi, c'est vraiment... enfin voilà, c'est les pieds dans le plat quoi. Après les histoires sont très chouettes. Ouais, de nouveau les personnages sont assez subtils et il y a beaucoup de petites histoires qui s'entremêlent les unes aux autres. Donc ça c'est vraiment chouette. Par contre, par exemple les dialogues sont assez mal écrits. Enfin j'ai trouvé personnellement que les dialogues de nouveau ça faisait vraiment les pieds dans la soupe, c'était pas subtil, ça avait pas l'humanité
d'un dialogue en fait. Les personnages sont pas assez caractérisés non plus dans les dialogues. Le deuxième tome, notamment, il contraste vraiment fort avec le premier en fait. Le premier racontait une histoire, se finit sur une ouverture sur un tas d'autres histoires potentielles, et le deuxième tome prend une totalement autre direction. Alors il est très cool aussi, enfin voilà, les deux sont relativement agréables à lire, trop court, ça va trop vite, ça passe d'une étape à l'autre, mais ça va, les deux indépendamment sont chouettes, mais le premier me donnait envie d'autre chose pour la suite. Du coup ça reste une lecture très agréable, ça reste des idées globalement excellentes et que j'ai trouvé très bien mises en scène en général, mais il y a vraiment des petits trucs, des petits détails comme ça, mais qui font que c'est bien, mais c'est pas excellent. Ça manque de subtilité en fait, ça manque vraiment de subtilité. Ça manque de temps aussi. Voilà, les livres sont relativement courts et ça permet pas de donner toute la place qu'il faudrait aux relations humaines qui sont développées, justement au poids du message. Parce que du coup tout est amené de façon très un peu violente quoi. Donc voilà, c'est relativement bien. Beaucoup de choses peuvent être améliorées pour moi là-dedans. Ça m'a pas transcendé quoi. Je vais en parler deux en un. Je vais commencer par celui-là, mais les deux, j'ai à peu près la même critique envers les deux, mais très vite un petit résumé des deux. Dans celui-ci, Lou, que vous connaissez peut-être, qui est un personnage de bande dessinée quand même assez connue, hein, et très cool, part en voyage toute seule. Elle va retrouver certains de ses amis sur la route, elle va découvrir de nouvelles choses, de nouvelles cultures, elle va essayer de chercher un peu sa place dans le monde, mais au final elle la trouve pas vraiment. Et voilà, c'est du Lou tout craché, c'est ultra poétique, c'est ultra beau, c'est du plaisir pour les yeux, c'est bien écrit, c'est mignon, il y a plein de choses. Je ne suis pas du tout déçue. Celui-ci, qui est donc le premier tome de la deuxième partie de la série, il est juste... le format change, c'est un petit peu déroutant, mais le fond, lui, est toujours aussi... Enfin, c'est toujours fidèle à lui-même, quoi. C'est vraiment poétique, ça gaspille beaucoup en sens pour aller vraiment quelque part dans les creux de l'imagination, dans quelque chose de très poétique, c'est doux, c'est sensible, c'est toujours aussi... Et moi je continue de grandir avec Lou, enfin voilà, là j'ai commencé à lire Lou 12-13 ans, et ça m'a bercé toute mon adolescence, j'ai grandi avec elle quoi, j'ai vraiment grandi avec elle, et là ces derniers tomes ne font que le confirmer, c'est vraiment mes questionnements en ce moment, ce que j'ai envie de faire en ce moment, la façon dont j'ai envie de vivre en ce moment, enfin c'est magnifique, c'est juste magnifique, je ne suis pas du tout déçue, mais de toute façon Julien Nil ne m'a jamais déçue. Merci pour cette série, genre vraiment juste merci du fond du cœur si un jour vous voyez ça. C'est pas souvent que je vous parle, je les ai mis là parce qu'il n'y avait plus de place sur mon bureau, de manga. Ceci est le manga Bright Stories. Je vous montre vite fait un petit peu les 4 couvertures. J'ai lu les 4 premiers tomes, du coup. C'est pas dégueulasse, hein, comme vous pouvez le voir. On est sur de la beauté. Les histoires sont géniales. Ce sont des histoires d'épouses, hein, comme le dit si bien le titre. Ça se passe en Perse, 18 ou 19e siècle. La grosse force de ce manga, c'est que tu sens la recherche énorme qu'il y a derrière, quoi. C'est des vrais personnages, mais vraiment très ancrés dans une époque. Et les personnages sont ultra attachants, ils sont tous très différents, il y a vraiment une pluralité de concepts et de vie finalement dépeintes dans ces livres. J'ai trop hâte de voir la suite. Les dessins sont sublimes quoi, mais regardez-moi ça. On sent aussi la recherche dans les détails des vêtements et... Ouais, c'est vraiment magnifique. En fait, c'est ouf parce que c'est un manga qui parle de mariage arrangé, mais c'est clairement un manga très féministe dans sa représentation des femmes. Et d'ailleurs, c'est très intéressant le point de vue apporté sur le mariage arrangé parce que on montre une pluralité des situations et on ne le présente pas forcément sous un angle négatif. Pas dans le sens qu'on devrait faire ça, hein, mais dans le sens que les personnes qui vivent avec cette culture depuis toujours, qui ont grandi avec cette culture, elles vivent là-dedans quoi. Les femmes là-dedans, elles sont pas montrées spécialement comme inférieures aux hommes. Elles ont leur place dans la société, les hommes ont la leur, mais elles ont de la patate, elles ont un rôle à jouer, elles font des choses très variées. Il y a des mariages d'amour, il y a des mariages où les parents s'arrangent après quand leurs enfants tombent amoureux. Le premier mariage, il est adorable parce que bon, c'est un peu bizarre pour nous aujourd'hui forcément. C'est une jeune femme qui a une vingtaine d'années et qui est mariée à un garçon de 12 ans quoi. Et ils ont pas de relation sexuelle, mais du coup ouais, c'est juste une histoire cute quoi. Elle le materne pas non plus. C'est très équilibré.
Lui il dit qu'il aimerait être à la hauteur de sa femme, que ça le dérange pas qu'elle soit plus grande que lui, et enfin ouais c'est très choupi. Et dans toutes les histoires il y a une pluralité des représentations féminines vraiment très large. Par exemple il y a un personnage qui est très forte de caractère, tu as tous les prétendants qui fuient, mais même comme ça elle finit par trouver quelqu'un qui s'intéresse vraiment à elle, et c'est très touchant. Très touchant globalement, vraiment j'ai beaucoup aimé. Je vous invite à essayer peut-être au moins le premier tome. C'est pas spécialement mon préféré, mais même si vous n'êtes pas hyper familier avec les mangas, c'est enfin, voilà, c'est assez loin de ce qu'on s'imagine, même s'il y a beaucoup de codes manga bien sûr repris, c'est assez loin de ce qu'on imagine habituellement quand on pense à manga. Parlons d'Anaïs Nin. C'est de toute beauté. Petit résumé, attention, il y a du cul. Il y a beaucoup de cul. Petit résumé. Alors, ça parle d'Anaïs Nin, qui est une écrivaine. Une écrivaine assez incroyable puisqu'elle écrivait surtout son journal. Quand je dis son journal, c'est-à-dire qu'elle écrivait tous les jours de sa vie, plusieurs pages. Bref, je sais pas à quel âge elle est morte, mais elle a écrit toute sa vie. Ça fait un total de 65 000 pages, si je dis pas de conneries, ils en parlent pas ici, mais voilà. Et c'était une personne assez étonnante, hein, qui mentait beaucoup, qui avait de multiples amants, enfin voilà, c'était pas n'importe qui pour son époque, c'est pas juste le journal de Madame Tout-le-Monde, quoi. L'intégralité de son journal a été publiée. Ce livre raconte quelques bribes de sa vie. Elle a, je sais pas, la vingtaine. Et ça raconte ses premières aventures, sa relation avec son mari aussi, l'écriture. Ça parle de relations toxiques, ça parle d'inceste, Enfin, c'est un livre très choquant. C'est dérangeant, quoi. C'est profondément dérangeant. Quand on peut pas sortir de cette lecture, ouh, tout va bien, c'est bon, j'ai lu un livre sympatoche. Vraiment, on ressort de cette lecture bouleversée. Moi, je suis ressortie bouleversée et choquée et comme ça. C'est magnifique, mais par exemple, elle ne comprend pas son non-consentement. Donc, c'est-à-dire qu'à plusieurs moments, elle se fait agresser sexuellement, voire violer, et elle cherche des justifications cheloues, genre elle dit qu'elle laisse un mec lui embrasser la culotte par charité, elle dit qu'elle fait ça ou elle dit qu'elle fait par pitié ou parce qu'elle sait que c'est elle qui a provoqué ce désir. Elle s'enferme dans une relation homosexuelle hyper violente et chelou. Il n'y a qu'un seul de ses amants avec qui elle a aussi une relation d'esprit. D'ailleurs en premier ils ont une relation d'esprit en fait pour l'écriture, ils s'entendent extrêmement bien, même s'ils sont pas d'accord sur tout, ils travaillent l'un avec l'autre et en fait ça marche ultra bien. Et au bout d'un moment ça passe aussi sur une relation d'amants, voilà, ils ont des relations sexuelles et en fait avec lui c'est vraiment beaucoup plus équilibré, mais c'est aussi très lourd et très chelou. Il y a des moments, le dessin est juste sublime, vraiment sublissime. C'est avec des crayons de couleur et c'est magnifique. C'est incroyablement poétique, c'est très sensible. On a vraiment un portrait de cette personne, de sa névrose et de ses... Je pense que le personnage d'Anaïs Nin, en tant que personnage, ne fera pas l'unanimité. Moi, elle m'a profondément remuée, profondément touchée, et il y a quelque chose que j'ai adoré chez elle, mais je comprends bien qu'elle puisse être très dérangeante pour certaines personnes. C'est pas une sainte, quoi. Elle est névrosée, elle est folle. Elle est vraiment folle. Et à la fin, il y a... Enfin, je vais vraiment un peu plus spoiler. Il y a une scène en particulier qui est extrêmement choquante, où en fait elle couche avec son père, qui l'a violée quand elle était petite. Horreur totale. Et plus tard dans le livre, il y a un avortement. Rassurez-vous, c'est pas celui de son père. Il y a un avortement qui est aussi bien mordant. Voilà, c'est pas des pages faciles à lire. Les scènes de sexe sont géniales. Je sais pas si je peux vous en montrer une. Ah oui, ici, il y a une page qui est... Enfin, il y a une double page très belle ici où on les voit travailler donc avec son ami Henri. Ils sont pas encore amants à ce moment-là. Ils travaillent juste. Je trouve que c'est vraiment très beau. Ah ouais, c'est assez magnifique. Hein. Celui-là, vraiment aussi, je vous ai dit tout à l'heure que je vous conseillais chaudement Peau d'homme. Je vous conseille également très chaudement Anaïs Nin, mais c'est choquant, vraiment. N'y allez pas en pensant lire une histoire choupi, quoi. Hein, vraiment. C'est un subtil mélange d'une douceur, d'une fluidité incroyable et d'une crudité. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment un livre magnifique. C'est le genre de livre qu'on peut pas vraiment refermer. Moi ça m'a donné envie d'écrire plus aussi, ça m'a donné envie parce que je tiens un journal aussi, un journal où j'écris toutes mes journées, mais ça m'a donné envie d'écrire beaucoup plus.
A Lightning. Alors je crois que je suis arrivée au bout, il y a 3 autres livres que j'ai lus ce mois-ci, mais je les ai lus chez un ami, donc et en plus il y en a un qui venait d'une autre personne, donc je peux pas les avoir comme support. Je trouve ça un peu difficile d'en parler sans avoir de support, mais je vous mets ici les titres et les auteurs. Sachez que je les ai tous les 3 beaucoup aimés aussi, donc voilà, je les conseille aussi bien sûr. Bon, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Les bouillons de culture en général n'ont pas énormément de succès, alors bon, je m'en fiche un petit peu, moi je les fais parce que ça me plaît vraiment de les faire et que je trouve que ça fait vraiment partie de l'identité de ma chaîne. Mais si vous connaissez des gens que c'est susceptible d'intéresser, je peux que vous encourager à partager ces vidéos à ces personnes. Voilà, des personnes dans votre entourage qui lisent énormément, qui cherchent des nouvelles recommandations, bah, n'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo, vous me donnez un énorme coup de pouce en faisant ça. Et puis sinon, eh bien, vous pouvez laisser un petit pouce, vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser un commentaire en dessous, c'est ultra cool aussi, je lis les commentaires, il n'y en a pas beaucoup donc je les lis tous, sachez-le, et je réponds en général aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous avez mes réseaux sociaux dans la description, et puis je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Je vous fais de gros bisous, une bonne année 2021 à tout le monde, plein de bonnes choses, je vous fais vraiment plein de gros bisous, je vous aime fort, bye bye. Tu dis au revoir aux gens? Au revoir. Au revoir les gens. Garde-la.